précédent, ce qui a déclenché cette escalade et cette nouvelle crise franco-algérienne, parce qu'il y en a déjà eu beaucoup avant, mais celle-ci est durable et profonde, c'est la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara occidental. Ouais. Et c'est ça le point de départ, Maroc. Donc, je pense que le président, je n'en sais rien, mais j'imagine que le gouvernement, le président se sont dit, bon bah, décidément, il n'y a rien à attendre de l'Algérie. Et il faut bien qu'on sorte de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons avec le Maroc. Et le Maroc a sans doute très habilement, subtilement... Et puis sur le plan international, l'Algérie est très isolée. Brouillée avec le Maroc, brouillée avec l'Espagne, brouillée aujourd'hui fortement avec la France, brouillée avec le Mali d'où elle a été exclue, on l'oublie souvent. Alors que le Mali, c'est l'arrière-cour de... Le dinar algérien est inconvertible. 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 Vous allez dans un bureau de change ou une banque, vous achetez des dirhams marocains. Oui. Mais demandez des dinars algériens, on vous dira Kezako. Ah oui, c'est extraordinaire ça. Donc il y a un cours parallèle. Je ne vous demande pas de vous repentir pour ce qu'ont fait vos aînés, mais au moins, il faut reconnaître mon martyr. Le martyr de la résistance, le martyr de la lutte armée. Les milliards de dollars ne vont pas me le rendre, et sa valeur est beaucoup plus élevée que n'importe quelle somme d'argent. Je ne vous demande pas des indemnités sous forme d'argent, je veux une indemnité morale. Il faut reconnaître ce qui s'est passé. Je me considère comme l'enfant de Mustapha Ben Boulaïd. Et voilà, et je ne demande pas d'argent, je demande, nous sommes des victimes, je demande réparation. Qui parle? Eh bien, c'est le président algérien, Monsieur Tebboune, de l'un de ses très nombreux discours ces temps-ci, sur la France, sur les relations entre la France et l'Algérie, et qui, effectivement, on en a déjà beaucoup parlé, mais là, ça a atteint un degré, je dirais, de violence, en tout cas d'intensité, assez rarement égalé, je crois. Xavier Driancourt, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien ambassadeur de France en Algérie. Je le rappelle que vous avez été pendant 7 ans, une période de 4 ans et une période de 3 ans, oui. Sous 2 présidents différents. Voilà. C'est ça. 2 présidents français et 2 présidents algériens. Différents. Et 2 présidents algériens, exactement. Et alors là, on a l'impression, et il y a aussi Boualem Sansal prise en otage, en tout cas depuis au moins 2 mois, sinon plus. Mais au fond, qu'est-ce qui se passe? Vous avez reçu, on en avait parlé au départ, les refus de Monsieur Tebboune de venir en France et 3 visites recalées. Mais qu'est-ce qui fait que la situation, en tout cas que le ton monte de plus en plus, malgré les accords de 2022, etc. Ouais. Comme vous l'avez dit, on est dans une escalade sans précédent. Ce qui a déclenché cette escalade et cette nouvelle crise franco-algérienne, parce qu'il y en a déjà eu beaucoup avant, mais celle-ci est durable et profonde, c'est la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara occidental. Ouais. Et c'est ça le point de départ. Parce que pendant des années, nous avons eu un jeu d'équilibre entre Maroc et Algérie en tant que membre du Conseil de sécurité à l'ONU sur la question du Sahara occidental. Et puis depuis très longtemps. C'était la politique depuis Chirac, depuis Mitterrand. D'accord. Il y avait toujours un équilibre entre les 2 pays et à l'ONU, nous jouions cet équilibre. Et puis pendant 7 ans, le président de la République a quand même eu une politique pro-algérienne très prononcée. Et du coup, les Algériens se sont crus soutenus par la France. Et puis au mois de juillet dernier, ils lisent avec stupeur la lettre du président Macron au roi Mohamed VI sur la reconnaissance du Sahara occidental. Ensuite, il y a le voyage du président Macron, la visite d'État à Rabat. Ensuite, il y a le prix Goncourt attribué à Kamel Daoud, qui est aussi un élément du tableau dans le à l'Algérien, Kamel Daoud. Voilà.
pamphlet. Mais qui fait un roman, évidemment. Et pour eux, c'est la preuve d'un complot franco-maroco-sioniste, comme ils disent. D'accord. Lisez les tweets de l'APS ou autre, l'agence de presse algérienne. C'est le complot franco-maroco-sioniste. Et Boualem Sansal est l'otage de cette nouvelle crise franco-algérienne, mais qui est très profonde. Et vous avez cité le discours du président Tebboune, auquel M. Macron a répondu à la conférence des ambassadeurs lundi en disant que ça déshonorait l'Algérie. Mais alors, justement, d'abord, une question, à votre avis. Est-ce qu'il fallait rompre cette, je dirais, pour des raisons qu'on peut comprendre, politiques, plus penchées vers le Maroc, mais est-ce qu'il fallait rompre entre cet équilibre ou cette neutralité sur la question du Sahara, ou pas? C'est très compliqué, parce que en réalité, le président de la République, pendant 7 ans, donc, a eu une politique, notamment beaucoup de gestes mémoriels vis-à-vis de l'Algérie. Mais d'un autre côté, nous nous étions brouillés avec le Maroc. Vous vous souvenez de l'affaire Pegasus, etc. Tout à fait. Et faut le rappeler, oui, les histoires des renseignements, les écoutes téléphoniques ou autres, voilà. Nous étions brouillés avec le Maroc. Donc, je pense que le président, je n'en sais rien, mais j'imagine que le gouvernement, le président, se sont dit, bon, bah, décidément, il n'y a rien à attendre de l'Algérie. Et il faut bien qu'on sorte de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons avec le Maroc. Et le Maroc a sans doute très habilement, subtilement négocié, en quelque sorte. Il a dit, ce sera à condition qu'il y ait la reconnaissance du Sahara marocain. Marocain, c'est ça. Donc, alors, il y a eu ce qu'il y a eu, et ça a envenimé, enfin, pour vous, et ça a envenimé. Les Algériens se sont sentis trahis. Trahis, ouais. Et d'où là, alors, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, attendez, l'Algérie, c'est un pays riche, vous le savez mieux que moi, riche de ses minerais, riche de ses, enfin, c'est l'un des pays les plus riches d'Afrique, pas seulement d'Afrique du Nord, mais qu'est-ce qui fait cette obsession française? Qu'est-ce qui fait que depuis des semaines, des mois, voire des années, alors je veux bien le passé de l'Algérie et de la France, on le connaît, mais qu'est-ce qui fait que c'est devenu à ce point obsessionnel, à ce point monocolore, je dirais? L'Algérie, c'est de la politique intérieure française, mais la France, c'est de la politique intérieure algérienne. Ah oui, c'est toujours ça. Voilà, il y a ça. Mais aujourd'hui, ça atteint un degré très fort. Il y a une espèce de fuite en avant du côté algérien. Parce que le pays est très fragile sur le plan intérieur. Le pouvoir est fragile. Tebboune a été réélu avec 10% de participation, mais quand même 85% des voix. Le régime se... Mais 10% de participation. 10% de participation. Et en Kabylie, il y a certains bureaux de vote qui n'avaient ni assesseur et qui avaient 0% de participation. Mais monsieur l'ambassadeur, alors Xavier Drancourt, c'est nouveau ça? Est-ce que cette participation des Algériens... Le taux de participation est le seul indice intéressant en Algérie, puisque les gens ne votent pas. Ouais. Et y compris les franco-algériens qui votent aux élections en France, mais qui ne votent pas aux élections algériennes. Donc le seul indice, c'est le taux de participation. Et là, il était de 10%. Donc il a été réélu avec 85% des voix de ces 10%. Et puis il y a depuis quelques semaines un hashtag sur les réseaux sociaux qui appelle à la révolte et qui dit « Je suis mécontent ». Mécontent de qui? Mécontent du pouvoir algérien. Et le pouvoir a très peur d'un nouveau Hirak qui a fait chuter Bouteflika. Donc, sur le plan intérieur, ils sont conduits à serrer les boulons. Et puis, sur le plan international, l'Algérie est très isolée. Brouillée avec le Maroc, brouillée avec l'Espagne, brouillée aujourd'hui fortement avec la France, brouillée avec le Mali d'où elle a été exclue, on l'oublie souvent, alors que le Mali c'est l'arrière-cour de l'Algérie. Bouteflika y avait été pendant la guerre, Ouyaria, Premier ministre algérien, avait été ambassadeur au Mali, quoi. Il y a toujours un tropisme malien. Même chose pour le Niger. Et puis, il y a l'affaire syrienne. Et la Russie a laissé tomber Bachar. Donc, voilà, il y a une sorte de crispation. Oui, il y a un axe là qui s'est effondré par rapport à la Syrie et tout ce qui s'est passé. Il y a une crispation, une fuite en avant du pouvoir algérien et on retrouve cette obsession française, comme vous avez dit.
Alors la tension, je dirais pas atteint son comble, mais elle va très 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 loin. Nous en parlons avec Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie. Et justement, quelques points quand même. 2022, après, donc il y a 2 ans, crise en Paris et Alger sur la question des visas accordés aux ressortissants algériens. Les chefs d'État français et algériens avaient signé à Alger une prometteuse déclaration pour un partenariat renouvelé entre la France et l'Algérie. Et voici que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, dit « Mais nous observons des postures, des décisions de la part des autorités algériennes qui nous permettent de douter de l'intention des Algériens de se tenir à cette feuille de route, parce que pour tenir la feuille de route, il faut être 2. Le dernier tango à Paris ou le dernier tango à Alger, je ne sais pas. Qu'en pensez-vous ? Qu'en termes diplomatiques, ces choses-là sont dites. Non, parce que l'heure n'est plus au doute. C'est une certitude maintenant. Quand on a écouté le discours de Tebboune, c'est de la certitude. Il n'y a aucun doute à avoir sur les intentions algériennes. Et on voit bien que aujourd'hui, il y a des relais algériens en France qui sont utilisés, les fameux influenceurs, la mosquée de Paris, les consulats algériens. Il paraît que vous avez eu vous-même maille à partir avec la mosquée de Paris. Exactement, qui m'a cité comme étant connu pour mon hostilité aveugle à l'égard du pays où j'ai été en fonction. On pourrait dire du recteur de la mosquée de Paris, que lui-même est connu pour son hostilité aveugle pour le pays dans lequel il est en fonction. Ouais. Mais donc voilà, il y a aujourd'hui, la crise n'a sans doute jamais été aussi violente, aussi grave. Depuis 60 ans, enfin depuis... Oh, j'ai bien l'impression, oui. Ouais. Il n'y a plus d'ambassadeur d'Algérie à Paris depuis 6 mois. En fait, les canaux sont plus ou moins coupés avec l'Algérie. Ouais. Et alors justement, et on va loin, parce que ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'on revive. Vous savez, je rappelle que l'Algérie était indépendante, je le dis depuis 1962, hein, si mes souvenirs sont bons et si ma mémoire est bonne, eh bien le président Tebboune dénonce les mensonges sur l'Algérie et il accuse la France d'avoir commis un génocide dans son pays. Tout à fait. C'est pas loin, c'est génocide. Génocide. Alors il a rappelé les enfumades de Bugeaud, les essais nucléaires, le génocide, tout y est passé. On doit être maintenant, parce que chaque année ça augmente ou chaque mois ça augmente, on doit être à 5 ou 6 ou 6,5 millions de martyrs aujourd'hui. C'est-à-dire que le chiffre augmente. À chaque discours, oui, le chiffre est actualisé. Et puis alors, autre chose... Ça, le génocide, ça a une signification juridique définie à Nuremberg. Ça veut dire qu'il fallait éliminer le peuple algérien. La volonté, l'intention de l'éliminer, ce qui n'était pas le cas de la colonisation française et anglaise ou américaine. Exactement, y compris... C'est un phénomène du 19e siècle, du 18e siècle. Et on peut dire tout le mal qu'on veut et justifier quelquefois, mais il n'y avait pas de génocide et d'intention de tuer. C'est pour ça que ce discours est quand même un tournant de la part des autorités. Et à ce discours s'ajoute Paris. On demande à Paris de venir nettoyer les sites des essais nucléaires réalisés par la France dans le Sahara algérien entre 1960 et 1966. Oui, parce qu'il y a eu des essais nucléaires, comme vous le savez, faits au Sahara avec l'accord du gouvernement algérien. Oui, c'est vrai. Avec l'accord du gouvernement algérien. Et le président Tebboune me l'a rappelé lui-même dans un entretien que j'ai eu avec lui. Oui. Il m'a dit, oui, il y a cette question des essais nucléaires, mais je reconnais que c'était avec l'accord du gouvernement algérien, ça fait partie des accords d'Évian. Et puis maintenant, ils demandent... Et maintenant, ils disent, ce qui n'était pas dans les accords d'Évian, de payer ou de réparer. Oui, c'est... Donc on voit bien qu'il y a... Et à votre avis, alors, on peut en sortir comment de cette histoire ? Ça va être très compliqué, en tout cas. Effectivement, soit... Est-ce qu'on montre, est-ce qu'il y a un rapport de force à montrer, comme on le montre, on en a parlé plus tôt, pour les plateformes numériques et le problème de X, la liberté, etc. Ou qu'est-ce qu'on fait ? Soit nous continuons dans l'espèce de non-dit actuel, encore que le président de la République a parlé du déshonneur algérien, soit nous cherchons un rapport de force avec l'Algérie. Mais est-ce que nous le voulons vraiment ? Et dans cette hypothèse, il y a un certain nombre de mesures pratiques que l'on pourrait prendre. Comme par exemple ? Par exemple, réduire le nombre de visas. On est aujourd'hui à peu près à 300 000 visas. Par an ?
par an. Oui. On peut les réduire. Alors évidemment, c'est pas très élégant, si je puis dire, parce qu'on prend les Algériens en otage, mais eux, ils prennent des otages également. Et encore, il faudrait que l'Espagne et l'Italie n'accordent pas de visa, se mettre d'accord avec nous, parce que Schengen permet... Voilà. Mais on peut dénoncer un échange de lettres de 2007 entre Kouchner et son homologue algérien, qui exempte de visa les titulaires algériens de passeports diplomatiques. Et ça, il peut être dénoncé avec un préavis de 3 mois. On peut dénoncer l'accord de 68, dont on a déjà beaucoup parlé ici. On peut regarder un peu ce qui se passe du côté des circuits financiers, immobiliers algériens en France. Le dinar algérien est inconvertible. 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 Vous allez dans un bureau de change ou une banque, vous achetez des dirhams marocains. Oui. Mais demandez des dinars algériens, on vous dira Kesako. Ah oui, c'est extraordinaire ça. Donc il y a un cours parallèle sur le marché noir algérien. Les chauffeurs de taxi algériens vous changent des dinars, mais il n'y a pas... Le dinar est inconvertible. Donc on pourrait regarder un peu tout ça, tous ces circuits financiers. Il y a l'accord de sécurité sociale avec l'Algérie. Bien sûr. Qui jumelé avec l'accord de 68. Les milliers de centenaires qui sont de 123 ans qui sont encore en activité. Il y a un certain nombre de dispositions. Eh bien, écoutez, on en reparlera, hélas encore, parce que le feuilleton n'est pas fini et on aurait envie d'en rire.